Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Forme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, on va parler de coiffe, de style, de stylisme, de mode. On va parler de self-esteem ou encore d'estime de soi. On va parler de confiance, d'image, de cheveux, peut-être d'alopécie. On va parler de femmes, bien évidemment. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femme. Avec moi sur le plateau, deux femmes, comme chaque fois, n'est-ce pas? À ma gauche, Pascal Dambeau. Bonsoir. Bonsoir, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci Barbara. Tu es magnifique avec tes boucles d'oreilles. Merci. Qui sont une création artistique tout à fait. Angela Pierre-Louis. Angela Pierre-Louis. Oui, tout à Merci fait. d'être là, Pascal. Merci, c'est moi Barbara. À ma droite, Emmanuel Sunjata. Enchantée, Comment ça va? Ben, ça va. Super, les choses repartent là. C'est-à-dire qu'on n'a plus l'histoire de confinement, de couvre-feu, donc... On est libre, on est libre. On c'est commence, ça. ouais. Et donc on est contente, on est heureux, On respire un peu, on voilà, respire on un respire, peu, là. voilà. Et on est enrichi. Et on est enrichi parce que pendant le confinement, on a développé tellement de choses que quand les choses repartent, c'est avec un petit peu plus. Que des choses bonnes d'après toi, Pascal? Pour ma part, par choix, oui. Alors, Par choix, oui. Et après, lesquelles, par exemple? C'est un moment d'introspection. Voilà, c'est obligé. exactement. C'est un moment, enfin une continuité de, tu vois, chercher à l'intérieur. En fait, moi, j'ai fait un exercice. J'ai cherché mes qualités. Ah. C'était compliqué avant de les trouver? Il y a quelques années de cela. Quoi. Quelques années de cela, mais j'ai découvert des choses chez moi. C'est vrai, lesquelles? Oui. Parce que je suis quelqu'un de bienveillant, tu sais. Tu savais pas ça? Non. Bah, Je savais que j'étais gentille, etc., etc. Mais le mot bienveillant, et puis j'ai découvert la bienveillance envers moi-même. Alors ça, c'était... Comment tu définis la bienveillance? C'est un terme, c'est presque comme la résilience aujourd'hui. Voilà. C'est quelque chose qu'on veut utiliser, qu'on utilise de plus en plus. Et puis Exactement. les mauvaises langues disent « Ah, bienveillance à la mode, c'est pas intéressant. » Mais c'est intéressant, n'est-ce pas? Moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, quand tu découvres un défaut chez toi, par exemple, en tout cas, moi, j'avais tendance à m'auto-flageller. Et je me suis dit, mais Pascal, ça fait partie de toi. Accepte-toi avec ses qualités, avec ce qu'on appelle ses défauts, parce que c'est un tout. Tu n'as pas à te dissocier de tes défauts, etc. Donc, juste accepter que l'on puisse être comme ça. Et puis, pas parfait. Pas parfait, parce que je ne suis certainement pas la seule à ne pas être parfaite, donc ça va. Et comment on développe la bienveillance à l'égard des autres? Parce qu'on a l'impression, enfin moi c'est un peu... En même temps tu dis que c'était... Bon, toi tu en as fait quelque chose de positif, Oui. mais en même temps entre le confinement, le pass sanitaire, le pass vaccinal, les réseaux sociaux, moi j'ai l'impression qu'il y a eu un déferlement d'énervement, d'agressivité, d'injures, d'insultes, et finalement d'absence de bienveillance. Oui. Comment développer cette bienveillance quand on t'agresse ou quand tu sens que ce climat-là, comment on fait? Comment tu as fait? Alors personnellement, j'ai tendance à dire qu'on n'est pas obligé d'être d'accord pour s'aimer. On n'est pas obligé d'être d'accord pour s'aimer. Mais on peut s'aimer, oui. Voilà, donc on peut s'aimer. Donc on a la possibilité d'échanger, d'avoir des opinions différentes sur un sujet. À partir du moment où tu respectes mon opinion différente et que je respecte la tienne, moi je m'en tiens là. Oui, mais il faut qu'on admette ça. C'est-à-dire que tu as des familles dont on dit qu'elles se sont déchirées parce qu'elles se sont dépassées, etc. Mais tu vois, moi je dis aussi, tu peux avoir des amis, tes meilleurs amis, tu connais leurs défauts. Oui. Tu connais leurs défauts. Des fois, tu peux dire, elle est un peu pingre, etc. Mais c'est ton ami, tu l'aimes. Donc, c'est pas grave, ça. Mais comme tu dis, on peut aimer, effectivement, quelqu'un sans être tout à fait d'accord ou même reconnaître les défauts. Mais aimer, c'est ça, c'est accepter l'autre tel qu'il est. Oui. L'idée de la bienveillance, déjà, pour moi, c'est d'éviter de se saboter. Parce que bien souvent, quand on est en manque de bienveillance à l'égard de soi-même, on a tendance à se saboter parce qu'on a tellement d'exigences envers nous-mêmes qu'on ne se sent, en fait, jamais suffisant pour faire. Et le fait d'avoir ce sentiment de bienveillance à son égard, ça nous permet justement d'ouvrir le choix des possibles et de pouvoir aller de l'avant. Et puis aussi, peut-être qu'en fait, il faut commencer par s'aimer, par être bienveillant vis-à-vis de soi pour aller vers les autres. Mais quand même, la bienveillance à l'égard de l'autre, elle est, je dirais qu'elle est beaucoup plus évidente parce que ça nous permet de ne pas nous regarder. On est beaucoup plus axé sur l'extérieur. Et notre éducation fait qu'il y a des gens qui ont souvent été éduqués dans l'idée de tout le temps aider l'autre, de tout le temps être... c'est à ton père, ça, Emmanuel. En tout cas, moi, j'ai été éduquée dans ce sens-là. Surtout qu'on a des petits frères, des petites sœurs. On est beaucoup axés, on est beaucoup concentrés sur leur bien-être. Tu vois. Et peut-être les femmes aussi, peut-être. Voilà, et on a ce côté un peu infirmière, ce côté un peu... Assistante sociale, sauveuse, et voilà. Et ça fait effectivement, woman, on a tendance à s'oublier.
on s'oublie. Et ce moment de confinement a permis justement de se retrouver, de se recentrer, de s'intérioriser et de voir ses défauts comme ses qualités et au final d'apprendre à apprécier la personne qu'on est et de dire qu'on n'est pas plus mauvaise qu'une autre, comme on n'est pas plus bonne qu'une autre au final. Je vais relativiser si vous permettez, mesdames. Vous êtes peut-être dans cette pratique, dans cette démarche. Mais après, c'est vrai qu'un certain nombre d'entre nous n'ont pas eu cette possibilité parce que c'est aussi une éducation, un apprentissage aussi, d'aller vers cette forme de, comment dire, d'auto-estime aussi. Voilà, donc peut-être que... Il faut être à l'écoute de soi-même parce que quand on est enfermé comme ça, il y a un moment donné, on était complètement... nous étions enfermés. On était enfermés, puis on était sidérés, on était... Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire à part, à un moment donné, se demander, s'interroger sur soi-même. On est obligé. Donc après, il y a des gens qui font la démarche, effectivement, de prendre des livres, d'aller sur Internet, d'essayer de se développer. Il y a d'autres qui vont se réfugier dans des addictions pour oublier, pour ne pas y réfléchir. Tout à fait. Donc, effectivement, ça revient à se poser au choix. C'est ça. J'avoue que, en fait, j'ai découvert, en tout cas, finalement, cette fameuse introspection m'a permis de voir que je fais des choix. Tu vois, je fais le choix d'y aller ou de ne pas y aller, mais c'est OK. Voilà. Celui qui ne fait pas le choix de cette auto-bienveillance, il a autant le droit de vivre que moi. Donc du coup, c'est vrai que moi, je fais le choix, il y a d'autres personnes qui font le choix, mais ne pas faire un choix, c'est un choix. Donc, tu vois, donc, moi je pense que ce fameux confinement, il a aussi détruit des familles, tu sais. Tout à fait. Ils se sont retrouvés dans une même pièce, dans un même appartement de maison. Je voulais dire que des gens n'ont pas eu cette possibilité-là. Alors, et pourtant, sont restés dans cette même, cette même habitation, ce même espace, et se sont vus autrement finalement, à passer plus de temps ensemble, tu vois. Et des fois ça se passait bien, des fois ça se passait mal. Voilà, c'est ça. Les violences faites aux femmes, on va en parler dans quelques instants, ont quand même pas mal progressé avec cette histoire de confinement. Donc, mais dans tous les cas, ça nous a mis face à nous-mêmes, quoi. Pour le meilleur et pour le pire. Exactement. Mais attendez, vous savez que la première partie de l'émission, quand je vous présente, normalement, vous vous présentez. Mais là, on est entré dans le vif du sujet. Ce qui est génial, je suis très contente. Donc, Pascale Dambeau, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, je t'en prie, Barbara. Merci beaucoup. Donc, je suis j'ai envie de dire une jeune femme de 52 ans. Je peux dire ça. Une très jeune et très belle femme de 52 ans. Une femme de 52 ans qui a choisi depuis quelques années de porter son crâne nu et de l'offrir au monde comme ça, après passage entre les maris-têtes, qu'on n'appelait pas maris-têtes à l'époque. Voilà, en 97, on n'appelait pas ça comme ça. Non, elle a inventé en 2010, elle a déposé le mot. Tu vois, et donc, et ensuite, je suis passée par une période de perruque aussi, qui n'était pas aussi à la mode qu'aujourd'hui. Donc voilà, c'est cette femme-là en résumé qui a décidé de faire sortir, de vomir tout son fiel et de ne pas laisser voir envers elle-même et de ne pas laisser tout à l'intérieur. Et du coup, j'ai effectivement vu que ce que j'ai choisi de partager pourrait intéresser, pourrait inspirer. Et tu en as fait un livre, donc ça s'appelle La chauve-souris. Donc on va parler du titre. Donc c'est un clin d'œil, c'est de l'humour, et c'est peut-être au terme finalement de tout ce cheminement où tu as pu t'accepter, tu vas nous dire tout à l'heure, n'est-ce pas? La chauve-souris, et puis il y a une symbolique de la chauve-souris avec IS. Donc voilà, et en tout cas, super petit bouquin, ça se lit très vite, 66 pages, donc c'est un récit autobiographique, on va dire, où tu te livres, donc avec des chapitres, c'est très facile à lire et c'est très poignant et c'est très sincère. Voilà, donc on va rentrer dans les détails. Sincère, c'est sûr. Et madame, alors, il faut que je dise ça, je crois que je dis ça chaque fois pour Forme. Les invités, c'est vraiment le hasard qui me fait, à la faveur du hasard, des rencontres. Mais Emmanuel, on s'est rencontrés à Saint-Joseph lors d'une manifestation organisée par le CCAS de Saint-Joseph. C'était une manifestation d'intergénération. Voilà. Et donc, je suis venue sur ton stand. Tu m'as fait un marée-tête et puis que j'ai essayé de reproduire. C'est pas arrivé. Et puis, je lui ai dit, mais viens dans mon émission, qu'est-ce que tu fais et tout. Mais elle est super connue. Elle avait mis l'abonné sur Instagram. Donc, voilà. Donc, je lui ai dit, viens. Et puis, voilà. Ce qui fut dit fut fait. Et puis, entre-temps, j'ai connu Pascal, donc qui m'a remis son livre que j'ai lu et je lui ai dit venez sur mon émission. Donc c'est le pur hasard. Ça s'appelle la synchronicité. Et donc on a des choses à se dire cet après-midi. Donc Emmanuelle Sundiata. Voilà, donc moi je suis conceptrice de l'atelier Marée-Tête. Et puis j'ai créé également le mouvement Marée-Tête qui maintenant est répandu un petit peu partout sur les réseaux sociaux, partout hashtag Marée-Tête, tout ça.
Et j'ai une boutique aussi qui est placée à Fort-de-France où je vends des bijoux, des vêtements de créateurs afro-caribéens, mais je propose également des stages. Des ateliers. Voilà, des stages, voilà, des ateliers pour que les femmes puissent être autonomes dans la pratique de l'art du marée-tête. Parce que c'est vraiment énorme, parce que tu m'as fait ça, c'était le samedi, elle m'a fait ça en 5 minutes, blabla, j'ai fait la photo, j'ai filmé notre dame que tu machin, et puis chez moi j'ai essayé de refaire. Donc tu vas, c'est un art. Et tu vas nous dire aussi tout à l'heure la différence entre, parce que toi tu utilises effectivement un tissu uni. Voilà, c'est un turban. Un turban, voilà, mais on peut utiliser le madras, le wax, et puis d'autres types de matières. En fait, tout ce qui peut être souple, je peux également les détourner pour en faire une œuvre d'art. Mais là, c'est pour d'autres contextes, par exemple pour les magazines ou pour un défilé. C'est beaucoup de shooting, de défilés, voilà, exactement. Etc. C'est un art, quoi. Voilà, je travaille beaucoup sur l'image. Et c'est de la mode. Et oui, maintenant c'est la mode. Voilà. Et alors, Sunjata, mais on garde ça pour tout à l'heure. On garde ça pour tout à l'heure. On va rentrer dans les détails. Tout de suite, c'est focus. Donc voilà, on n'improvise pas, mais voilà, Sunjata, on va le dire tout à l'heure, mais bon, le focus, je l'avais préparé avec ce petit clin d'œil que je voulais faire donc à Emmanuel, qui a un nom, Sunjata, qui est un nom africain, qui est un nom malien. N'est-ce pas ? C'est l'épopée de Sunjata Keita, qui est le créateur en fait de l'empire du Mali au XIIIe siècle. Je me suis dit donc voilà, donc le focus c'est chaque fois quelque chose qui nous emmène loin de la Martinique. Enfin, j'essaie qu'on aille un peu plus loin. On voyage un peu. Et alors, mais tu n'es pas africaine, tu n'es même pas d'origine malienne. Non. Tu es française, martiniquaise. Je suis afro-caribéenne comme pour la plupart des Caribéens. Et Sunjata, c'est même pas ton nom. Et Sunjata n'est pas mon nom. Déjà, Sunjata, c'est un prénom. C'est un prénom masculin, voilà, effectivement, qui a toutes ses origines dans l'Afrique de l'Ouest, donc Mali, Sénégal. Et en fait, pourquoi j'ai fait le choix de prendre ce prénom, c'est par hasard. C'est-à-dire que je regarde un petit peu sur Internet, comme ça, je sais pas, j'étais en train de pianoter. Et puis je vois traverser comme ça le nom Sunjata. Je dis, ah ouais, c'est super Sunjata, ouais. Et j'ai commencé à coller Emmanuel Sunjata et je trouvais que ça portait bien. Voilà. Je me suis dit, je vais adopter ça. Je vais adopter Emmanuel Sunjata. Non. Tu le dis pas. Non, mais c'est pour ça que j'ai pris un pseudo. Je viens de faire la part des choses. D'accord. Si on m'appelle par mon vrai nom d'état civil, je sais tout de suite quel type de personne à qui j'ai affaire. Tout ça me renseigne, en fait. D'accord. Mais non, je tiens vraiment à garder mon intimité, en fait. Oui, voilà. C'est ton pseudo. Voilà, c'est mon pseudo. Et, tu es déjà allée au Mali ? Je suis déjà allée au Mali, je suis déjà allée au Sénégal, au Burkina Faso. Je suis déjà allée sur le continent africain parce que plutôt dans une recherche identitaire et puis aussi ayant des copines africaines, j'ai eu cette curiosité réellement de voir l'Afrique et de ne pas seulement me baser sur ce qu'on montre à la télé. D'accord. Et donc mon premier voyage a été fait au Sénégal. D'accord. Voilà. Et en fait, est-ce que tu as ramené des choses donc, de tes voyages pour pouvoir alimenter cette création ? Non. La coiffe, en fait, le marée-tête, c'est quelque chose qui t'est venu, qui est lié à quoi ? Eh ben, en fait, c'est lié... parce que moi, j'ai eu une mauvaise expérience avec le défrisage, vraiment à l'époque du collège, et ça m'avait cassé les cheveux. Et c'est là que je me disais, bon, comment je vais faire pour me coiffer ? Et je me suis rabattue sur le tissu. Et c'est là que je commençais à attacher mes cheveux, mais sans avoir même l'idée de marée-tête, tout ça, parce que j'étais collégienne. Et j'ai adopté le look. À Fort-de-France, tu t'es... Non, j'étais en France. Je suis en France. J'ai fait une bonne partie de mon enfance en France. Et je voyais qu'en fait, ça m'allait bien, les gens me complimentaient. Donc, j'ai gardé ce look jusqu'à la fac. Et j'ai eu, après la fac, j'ai commencé à avoir des copines qui me demandaient à leur apprendre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à proposer des ateliers autour, au début, c'était pas marée-tête, autour de l'art du foulard, de manière officieuse, à côté de mes études. Et puis, de fil en aiguille. Tu as fait des études de droit ? De droit pénal. Voilà. Tu es allée jusqu'où ? Je suis allée jusqu'à la licence, maîtrise. Tu as voulu être avocate au début ? Alors au début, je voulais être notaire. Oui. Parce que c'est un métier qui rapporte, tu vois. Après, c'est une okay. Elle a le droit, voilà, super. Après, j'ai voulu être huissier, tu vois. Et après, je me suis dit, ah non, huissier, non. Ah, huissier, c'est chaud. Non, c'est trop dur, voilà. Et puis, je me suis dit, bon, pourquoi pas avocate. Et puis, quand j'ai fait mes premières années de stage dans le cabinet de Maître Guissé, à l'époque, elle avait son cabinet à Nation. Le droit pénal, je dis ah non, je pourrais pas. C'est que des choses négatives, tu vois. C'est la société, sous ses aspects les plus j'ai dit non, je peux pas. Négatifs. Et donc j'ai. Tu
T'as bifurqué vers la marée-tête. Et en plus, comme je faisais déjà le marée-tête, voilà. Incroyable. déjà dans un milieu artistique, ça m'a complètement attirée, quoi. C'est-à-dire que parallèlement, je faisais les études de droit, j'étais dans la mode pour financer mes études, donc je travaillais avec des créateurs dans un concept store qui s'appelait à l'époque Ethic Concept, qui était placé à Châtelet. Et donc, je rencontrais des gens de partout de par le monde, je faisais des photos, je voyageais, tout ça. Et donc, en fait, ça m'a attirée, tu vois. Ça... Et tu t'es laissé attirer. Voilà, happée par cet univers. Et qui te va très bien. Merci. Et donc, tu as ta société. Voilà, Atelier Marée-Tête, c'est une société, déclarée, tout ça. Marée-Tête, c'est une marque déposée. Ouais. Et c'est pas parce que c'est une marque déposée que ça veut dire que les gens peuvent pas faire marée-tête. Bien sûr. Ça n'a rien à voir. Non, parce que j'ai déjà eu ce genre de remarques. Sauf que tu as déposé à l'INPI en 2010 la terminologie marée-tête pour le concept avec cette façon. Donc c'est le marrage particulier. Voilà, c'est les techniques de nouage qui sont, comme tu dis, particulières. Mais bon, là, on est encore dans le focus et je ne suis pas encore arrivée à développer ma brève là, que je veux donner. Parce que donc, on a fait le lien. Donc, elle n'est pas africaine, elle est d'origine, elle est afro-caribéenne. Voilà. Mais je voulais vous parler en fait de cet article qui a été publié dans de la Tribune Afrique, donc qui est une tribune de 2 femmes africaines et qui parle en fait du rôle très important des femmes africaines pendant la pandémie. On y a fait allusion au début. Donc cette tribune est signée de Julienne Luzengue, cofondatrice et présidente de Solidarité des femmes pour la paix et le développement inclusif, et de Nathalie Africa, qui est conseillère principale auprès du directeur Afrique de la Fondation Bill et Melinda Gates. Donc l'article rend hommage à toutes ces femmes qui ont été très novatrices, qui ont vraiment fait progresser les choses, notamment au profit des populations pendant la pandémie, qui a particulièrement touché les femmes en Afrique, parce que les femmes sont les plus pauvres, et donc ça les a encore plus précarisées, paupérisées. Mais elles rendent hommage dans cet article notamment à Aminata Touré, qui est ancienne première ministre du Sénégal, qui a défendu notamment l'équité en matière de vaccins. Elle rend hommage ces femmes, donc auteurs de la tribune, à Dr Tlamelo Teswaelo, qui a donné l'exemple avec des réponses efficaces à la Covid-19, notamment au Botswana. Et puis, elle parle aussi d'une infirmière, Melekazi Mlaloz, une infirmière médico-légale qui, en Afrique du Sud, a été, entre guillemets, une traceuse de contact. Donc, vraiment des gens ou des femmes qui ont agi pour pouvoir innover, parce que c'était quelque chose qui nous prenait tous de court, mais qui ont été très, très, très importantes dans dans la réponse qui a été apportée au Covid. Mais l'article aussi met l'accent sur les choses qui restent à régler en matière d'égalité pour ces femmes. Je l'ai dit, les femmes ont été particulièrement victimes du Covid, puisque les gens devaient arrêter de travailler. Et les femmes en Afrique, 92% des femmes africaines travaillent où dans l'économie informelle. 92% des femmes, 92%. Donc quand il a fallu tout fermer parce qu'il fallait arrêter les chaînes de contamination, elles ont dû arrêter de travailler. Donc on imagine que leur pouvoir d'affaires, elles sont devenues plus pauvres, bien entendu. Et puis il y a autre chose qui a beaucoup progressé, on y a fait allusion tout à l'heure, c'est partout pareil, mais en Afrique ça a été aussi très important, c'est la question des violences faites aux femmes. Voilà, donc c'était un clin d'œil. Donc dans un premier temps, parce que je pensais qu'Emmanuel était d'origine malienne, mais elle n'est pas, mais ça nous permet de parler donc, de ce qui s'est passé avec le Covid et puis de rendre hommage à toutes ces femmes. Et puis derrière nous, il y a le nom de femmes qui sont très importantes dans l'économie généralement du continent, qu'elles soient marocaines, qu'elles soient sud-africaines, qu'elles soient kenyanes, etc. Donc les femmes en Afrique et dans le monde, mais en Martinique aussi, la preuve tous les mardis soirs avec mes invités, ont un rôle très très important dans les réponses notamment à des phénomènes qui peuvent être nouveaux et sidérants. Jingle. Voilà, alors je vais donner la parole à Pascal qui est un petit peu froid. Ça va, Pascal? Oui, ça va. Pascal, donc pourquoi tu as écrit ce livre? Donc La chauve-souris, et puis donc on va parler de la symbolique de la chauve. Ça fait un joli titre. Mais pourquoi tu as écrit ce livre? Donc tu as découvert que tu étais atteinte d'alopécie. Donc alopécie, c'est que tu perds tes cheveux. Oui. C'est pas lié au fait que tu te sois trop marré la tête, que tu as fait trop de nattes. Non plus. C'est venu comme ça. Voilà. Donc explique-nous d'où vient le livre et puis d'où vient cette alopécie. Cette alopécie, s'il te plaît. Alors, j'ai commencé à perdre mes cheveux alors que je me coupais les cheveux déjà très courts à l'époque. Et donc, c'est en passant la main sur la tête à l'arrière que j'ai constaté qu'il y avait une zone qui était beaucoup plus lisse que les autres. Donc, effectivement, je me suis pas inquiétée au début, mais la disparition des cheveux a concerné d'ailleurs tout le système pileux, puisqu'il y a eu un dérèglement de tout le système pileux. C'est une maladie. Voilà. Et donc, l'alopécie, c'est ça. Donc, la perte du cheveu, surtout chez la femme. Bon, on l'appelle autrement, chez l'homme, on parle de calvitie, on parle surtout d'alopécie chez la femme.
Alors, comme on disait avec Emmanuel tout à l'heure, il y a différents types d'alopécie. Maintenant, j'ai passé quelques bonnes années à chercher pourquoi. Surtout, ça m'arrivait, pourquoi je perdais mes cheveux. Bon. On m'a souvent dit qu'il s'agissait d'un problème dans le sang, qu'il s'agissait d'un problème de trissage, de pas trissage, etc. Du coup, les traitements parfois ont été un petit peu lourds, parce que je suis quand même allée aux piqûres dans la tête. Et bon, c'était quand même lourd jusqu'à ce qu'on me dise que mes cheveux allaient revenir comme ils sont partis. Donc à ce moment-là, c'était... Tu es allée en France? Voilà. Je suis donc allée, après avoir consulté des dermatologues. Tu as fait tout, hein. Tu as consulté des dermatologues, tu as consulté des gars des affaires, tu as consulté tout le monde. J'ai cherché à comprendre. Voilà, pourquoi? Parce que je ne comprenais pas pourquoi ça m'arrivait. Une femme sans cheveux, à l'époque, je pensais que ce n'était pas une femme. Impossible. Surtout que ce n'est pas héréditaire. Voilà, en fait. Non, ce n'était pas héréditaire. Donc les recherches sont allées quand même jusque-là. Et donc, à force de chercher, sans trouver, je me suis résignée. Du coup, j'ai essayé de voir comment il était possible d'accepter ça. Donc, avec le port des foulards au départ. Et après, je suis passée aux perruques. Donc, au départ, je les achetais. Donc, elles étaient confectionnées parce que j'étais accompagnée par un centre agréé. Donc, ça coûtait très cher, etc. Oui, avec des cheveux, de vrais cheveux. Voilà. Et après, il y a des femmes qui me faisaient des perruques. C'était un petit peu plus joli quand même. Et puis, en 2015, j'ai décidé de ne plus porter de perruque, ne plus me cacher parce que, justement, j'éprouvais un réel malaise, comme je suppose un début de schizophrénie où tu es à l'intérieur de chez toi, où tu étais tenue, et quand tu es à l'extérieur, tu as un accessoire. Donc je commençais à mal gérer l'affaire, et donc je me suis fait accompagner par une thérapeute qui m'a dit « Mais Pascal, voilà, vous êtes une belle femme comme ça », mais je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Hein. Je ne me sentais pas concernée par ce qu'elle disait. Et au fur et à mesure, effectivement, les choses ont fait que j'ai voulu un jour partager cette fameuse histoire, mais je pense qu'à la base, j'ai voulu faire sortir des mots thérapeutiques, libérateurs, je ne sais pas comment on le dit, mais voilà, j'ai eu envie de le faire comme ça. Et tu l'as sorti, c'est un ouvrage qui est récent? Oui, il est sorti en décembre 2021. Décembre 2021 et qui fonctionne très bien. Oui. Et alors, tu es très sincère, je le disais tout à l'heure, tu racontes comment tes compagnons ou tes compagnons t'ont précisément accompagné dans ce cheminement et finalement peut-être de te voir n'acceptant pas ton alopécie. Eux-mêmes, comment ils ont... Le père de ma fille, avec lequel je ne suis plus aujourd'hui, m'a connue sans cheveux. Donc pour lui, personnellement à l'époque, c'était un homme qui m'aime sans cheveux. Pour moi, c'était génial. Parce qu'effectivement, celui d'avant m'avait dit, avec ta tête comme ça, tu vas tromper personne, tu n'as rien. Tu vas la peine. Voilà. Donc ça, vous vous êtes quittés, tu as dit ça? Oui, mais en comme même une temps, méchanceté, quoi. Comme une méchanceté, mais en même temps qui sortait, voilà, qui sortait quand même de son cœur. Donc bref, ça lui appartient ces propos. Et donc, j'ai quand même vécu de 14 belles années avec le père de ma fille. Mais c'est vrai qu'on n'a pas pu, nos chemins se sont séparés parce que j'étais finalement à la recherche de cette fameuse estime de moi que j'avais mise un petit peu sur les côtés parce que j'avais trouvé quelqu'un qui m'aimait pour deux. Donc du coup, voilà, ça m'a un petit peu rattrapée. Voilà comment je décide de l'écrire. Mais je décide de l'écrire après 2 coachings où je commence à comprendre qui je suis, à voir à quel point je m'aime, à quel point je ne m'aime pas, etc. À quel point je suis bouleversée par tout ce qui m'arrive et à quel point je me dis que j'ai le droit d'exister. J'ai le droit d'exister avec ce que j'appelle ma différence à la base. Donc voilà, donc j'ai écrit ce livre. Et puis, je me suis fixé un jour, une page, et voilà, je l'ai Bravo, écrit. en tout cas. Mais est-ce que le problème, à part ce monsieur qui t'a dit une vacherie à la fin, là, ok, méchant monsieur, est-ce que le problème, c'était plus toi que les autres? Ou est-ce que tu as eu quand même droit à de mauvais regards, des réflexions genre « Ah, mais tu es jolie quand même », des choses comme ça, tu me disais ça tout à l'heure. Hein. Est-ce que le regard, finalement, est si standardisé, si, comment on dit ça, mon Dieu Uniformisé. Uniformisé, voilà. Mais moi, je pense que oui. En tout cas, pour certaines personnes, je pense que oui. Parce qu'en fait, dans la tête des personnes que j'ai rencontrées, pour ne pas généraliser, une femme sans cheveux, c'est pas possible. Donc, moi-même, à l'époque, j'avais quand même envie de finir avec la vie quand j'ai perdu mes cheveux. Tu as voulu te suicider? Oui.
Voilà. Tu y as pensé sérieusement? Mais oui, j'y ai pensé. Mais en même temps, je ne suis pas assez courageuse. Mais est-ce que c'était la perte de cheveux ou c'est plutôt en fait le regard des autres qui t'a C'était les deux. Non, d'abord c'était la perte de cheveux. C'était impensable tu te pour moi. trouvais laide, tu te trouvais inutile. Non, parce que tu n'as pas perdu que tes cheveux, tu as perdu tous tes poils. D'accord. Ah, ouais. Tu n'as plus de cheveux, tu n'as plus de sourcils, tu n'as plus de cils, et j'en passe. C'est Ok. vrai, c'est vrai. Donc un regard sans cils, j'imagine. Mais aujourd'hui, aujourd'hui tu te trouves belle? Moi, je te trouve magnifique. Alors, mes cils ont repoussé, donc je suis très contente. Heureusement que l'esthétique fait de jolies choses aujourd'hui, où on peut maquiller aujourd'hui ses sourcils, en faire de... Voilà, et donc oui, le maquillage a été un des moyens qui m'a permis d'accepter mon image. Bon, ça n'a pas été que ça. C'est vrai que quand j'ai décidé de le faire, j'ai rencontré une femme extraordinaire qui a une boutique à Fort-de-France, qui m'a proposé de participer à ces défilés. Donc, dans ces défilés, alors comme l'un de ces créneaux, c'est d'avoir toutes les morphologies possibles dans ces défilés. C'est Corinne Coleman. C'est Corinne Coleman, je connais, qui est formidable. Voilà. Et donc, toutes les morphologies possibles et toutes les apparences possibles. Donc, pour elle, ça tombait sous le sens. Bon, moi, j'ai accepté parce que nous étions amis aussi, mais je ne me sentais pas tout à fait à l'aise. Mais figure-toi que quand je défile, j'oublie tout. Oui. J'oublie tout. Tu as défilé notamment au Parc Floral, non? Oui, tout à fait. Oui. Et j'oublie tout. Et là, je suis en train de porter soit une création de Corinne, soit un des modèles qu'elle commercialise. Et moi, je suis en mission, tu vois. Je suis en mission parce que les spectateurs et les spectatrices sont là pour acheter le vêtement, éventuellement après. Donc, voilà, c'est pas moi, mais je suis missionnée pour quelque chose et je me sens bien. Voilà. Et toi, les femmes, donc tu as affaire à les femmes, quand elles viennent te voir, Emmanuelle, elles viennent te voir pourquoi? Des femmes qui passent, par exemple, au Marais de Tête et qui l'adoptent, peut-être? Il y a différentes raisons. Alors, c'est vrai qu'au début, c'était beaucoup des femmes qui avaient déjà pour habitude de s'attacher les cheveux. C'est-à-dire que quand je parle du début, c'était il y a 10 ans. Et qui voulaient améliorer leur technique. Parce qu'il y a certaines femmes qui attachent de manière assez particulière leurs cheveux. Donc, ça casse les cheveux qui sont devant. Voilà. Il y a une manière de nouer pour que ça n'arrache pas les cheveux de devant. Donc, elles sont venues pour ça, notamment des femmes de la communauté Rasta qui venaient pour ça, pour que je puisse rectifier leurs mouvements. Ou sinon, effectivement, des femmes qui ont pour habitude tout simplement de s'attacher les cheveux, qui voulaient apprendre d'autres styles au travers les ateliers. Et là, depuis quelques années, 5-6 ans, je vois plutôt des femmes en fait qui veulent vivre l'expérience parce qu'en fait au travers des shootings photos que je fais, en fait je propose un univers et en fait elles veulent vivre cette expérience de Marais de Tête avec les vêtements éphémères que je fais, que c'est le body wrap, et puis tout ce décor qui en fait c'est ce côté afro-caribéen quoi, qui nous est propre, et en fait elles veulent vivre cette expérience là, donc elles veulent pas un Marais de Tête classique, là elles veulent quelque chose de volumineux, voilà, elles veulent quelque chose mais tu n'étais pas encore allée là-bas, hein? Pas encore. Elles veulent des fleurs, elles veulent, vous voyez, quelque chose qui tout de suite, oui, je suis caribéenne, ça représente en fait la fierté caribéenne, martiniquaise, un emblème. Et en fait, ça présente des femmes totems. Donc là, c'est plutôt dans cette... c'est le côté style, quoi, le côté styliste des modes. Voilà, c'est identitaire, mais c'est surtout style. Voilà, les deux sont liés. Voilà. Identitaire, style, et je pense c'est indissociable. Avec des espèces de puissance de la femme, je vois. De fierté, je vois ça derrière. Alors toi, tu veux réhabiliter quand même le madras, parce que quand tout à l'heure j'ai utilisé un mot, tu m'as dit oui, je suis tête calandée. Voilà. Et tu m'as dit non, c'est pas tête calandée. Toi, c'est vraiment un nouage particulier. Voilà. Alors c'est vrai que la coiffe martiniquaise, on connaît, on apprenait la tête madras avec une pointe, ça veut dire je suis libre. 2 pointes, ça veut dire c'était quoi? Alors une pointe c'est je suis célibataire. 2 pointes je suis mariée. 3 pointes. Non, je suis fiancée. 3 pointes je suis mariée. Et 4 pointes c'est un cœur à prendre. Un cœur à prendre, voilà. Et c'était du madras. Et puis il y avait la tête chaudière aussi. Voilà, et la tête chaudière était souvent portée par les femmes d'un certain âge, qui avaient une certaine position sociale. Et donc, c'est le madras plissé. Voilà, très avec les techniques calandées. Donc en fait, il y avait la technique des plis. Mais il faut savoir que le calandage, par contre, c'est la peinture qui est utilisée, la peinture jaune, qui permet de rehausser, en fait, de donner de la vivacité au madras. Et ça, c'était à partir de jaune de chrome mélangé avec l'encens arabique. Elles appliquaient cela pour relever le madras. Mais la technique du pliage, c'est vrai que maintenant c'est devenu de plus en plus rare parce qu'il y a eu un problème de transmission chez nous.
Et je propose quand même ces genres d'ateliers aux associations culturelles. Toi, tu connais, toi? Oui, okay, je connais. Parce que j'ai eu cette chance-là d'avoir une grand-mère qui m'a transmis, qui m'a appris, parce qu'avant, les femmes, c'est ce qu'elles portaient à notre époque. C'est pas si vieux. Ma grand-mère, c'est ce qu'elle mettait, voilà, même pour aller en France. Elle prenait l'avion, elle mettait avec les grandes robes, tout ça. Pour elle, c'était une fierté d'aller en France, c'était rare. Et donc, elle se montrait comme ça. Et c'était pas du tout folklorique. Non. C'était vraiment un signe d'élégance, même de respect à l'égard des autres. Donc, voilà, il y avait toute cette... en fait, ça représentait vraiment l'élégance martiniquaise. Voilà. Tout à fait. Et vous savez, la coiffe calandée avec les bijoux, et ben parfois les femmes qui étaient endettées, elles mettaient cette coiffe-là en hypothèque. Oui, pour donner la valeur de cette coiffe. Non seulement par son travail au niveau du pliage du tissu, mais aussi parce que tous les bijoux, tout ça, c'était vraiment quelque chose c'était un héritage, ça faisait partie vraiment du patrimoine. Oui, mais comment les femmes qui viennent te voir, Emmanuelle, font le lien entre, comme tu dis, moi quand j'étais gamine, on voyait plus souvent des femmes avec les têtes marrées. Oui. Font le lien entre, tu as parlé de mode, de stylisme, etc. Et de tête marée, on a bien dit que c'est pas la tête madrasse de nos grands-mères. Voilà, donc en fait, comment elles arrivent à faire le lien, si tu veux, entre ces traditions, peut-être une signification, on les a rappelées, et puis aujourd'hui, est-ce qu'elles font le lien? Ou est-ce que c'est juste cosmétique, tu vois, est-ce que c'est juste esthétique, c'est juste style? Alors, tu vas me dire ce que tu en penses. Moi, quand je fais les ateliers, je parle toujours du côté historique. Bon, justement, je vais en parler là, parce qu'en fait, le maré-tête, c'est l'art d'envelopper les cheveux à partir d'un tissu. Donc, il faut savoir qu'en fait, aux Antilles, donc à l'époque coloniale, la Louisiane était une colonie française et on commençait à voir apparaître dans différentes colonies, on commençait à voir apparaître une nouvelle population qui était appelée les libres. C'est-à-dire c'était ni des esclaves ni des blancs. Ils étaient issus du métissage en fait, colons, esclaves, voilà. Donc c'est donné naissance à des mulâtresses, chabins, tout ce qu'on connaît là, vous voyez, les quarterons, et puis des femmes noires aussi qui avaient été affranchies. Et donc cette nouvelle population qu'on appelait les libres, il fallait qu'on puisse tout de suite les repérer de manière visuelle. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a mis en place toute une série de lois, qui sont en fait des lois discriminatoires, qui leur imposaient, femmes comme hommes, de s'habiller d'une certaine manière. Et pour les femmes qui étaient pour la plupart des courtisanes, donc source de problèmes dans les couples légitimes de l'époque de la classe dirigeante, eh ben, on a décidé de créer la loi Tignon. C'est le gouverneur qui s'appelait à l'époque Rodriguez Esteban qui a décidé de mettre en place la loi Tignon qui imposait aux femmes noires, de la catégorie des libres, de se nouer les cheveux d'une certaine manière et cette certaine manière, c'était vers le bas. Donc non seulement elles avaient l'obligation de s'attacher les cheveux, mais aussi vers le bas. Et elles, en défiance à cet ordre établi, elles ont décidé de s'attacher les cheveux effectivement pour ne pas être hors la loi, parce que le but ce n'est pas d'être hors la loi, mais vers le haut. Et c'est comme ça qu'on a vu différents modèles, la bamboche, la coiffe pain de sucre. Et donc lorsque je fais les ateliers, je parle de cet aspect-là, parce que c'est pour vraiment montrer que nous, aux Antilles, contrairement à l'Afrique, tout ça, que nous, c'est réellement un acte de revendication. Que nous, on a une raison pour laquelle on est rentré dans ce stylisme, dans cette manière de faire. C'est pas uniquement comme ça, un jour on s'est levé, on s'attachait la tête. Non, pas du tout. On a fait preuve d'ingéniosité, de créativité face à un système qui avait pour but de nous asservir et de nous astreindre encore, de porter attention à notre féminité. Donc en fait, au travers cet acte-là, on voit déjà un début de droit des femmes. Oui, c'est un acte de résistance. Mais alors aujourd'hui, parce que ça c'était avant, voilà. Aujourd'hui, comment, donc on a parlé de stylisme, de mode, etc. On a parlé aussi avec Pascal. Pascal, ça lui a été utile un moment, mais bon, elle avait un problème avec elle-même, son image et tout. Quand tu te faisais ton maré-tête, tu te sentais comment? Tu te sentais... Je me sentais surtout un petit peu plus discrète. Quoi, tu vois, jusqu'à ce qu'une connaissance me dise, oh là là, on te voit arriver de loin. Donc bon, ça m'a vexée. Et du coup, je suis passée au perruque après. Tu mettais des turbans colorés Oh oui, colorés de toute texture possible. Bon, après, je prenais 2-3, je faisais, tu vois, à l'inspiration. Voilà, à partir du moment où ça me plaisait, ça m'allait. T'appelais madame, là. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Moi, j'avais qu'une seule façon aussi de les attacher. Tu croises devant, et puis voilà, tu fais 2 tours, et voilà. Maintenant, tu ajoutes pour faire... Quand tu sortais, tu ajoutais un deuxième, plus souple, pour jouer un petit peu sur les couleurs. Mais tu vois, j'avais pas de technique
de... Et puis c'est aussi visagiste, il faut prendre en compte le visage de la personne, en compte aussi sa personnalité. Oui, en fait, il y a pas mal de critères, c'est un peu comme un coiffeur. Hein. Oui. Et puis, en fait, le marée-tête aujourd'hui, c'est arrivé vraiment comme un accessoire de mode dans le sens où c'est maintenant comparable à un chapeau. Oui, lorsque les femmes viennent me voir, j'ai des commandes où elles me disent ouais, j'ai un mariage, est-ce que vous pouvez me faire un marée-tête, tout ça. En fait, c'est comme si elles me demandent un chapeau éphémère. Voilà, donc elles veulent des fleurs, elles veulent elles me montrent la tenue, vous voyez, elles veulent vraiment sortir se faire remarquer avec notre mariage et notre identité. Ça fait ça pour ton mariage. Voilà. Alors c'est ça, tu vois, j'ai commencé la question, j'ai pas fini. Donc, donc en fait, donc elles viennent, donc il y a toute l'histoire que tu racontes, mais bon, elles la comprennent, mais elles s'approprient ou pas cette histoire-là. C'est-à-dire que c'est un objet qui permet de rehausser une personnalité, c'est ça aussi. Voilà, c'est-à-dire que lors des stages, moi je parle de l'histoire, mais si elles viennent comme tu es dans ma boutique, je ne vais pas te parler systématiquement de l'histoire. Tu viens, je montre quelle est ta demande, et puis par rapport à ça, et puis si de fil en aiguille, les choses se font naturellement, je peux aborder le sujet, voilà. Mais rien n'est calculé, mais effectivement, elles viennent de manière spontanée, sinon c'est vraiment comme si elles venaient acheter une paire de chaussures, bien comme sûr. Si, voilà. Okay. Vous voyez ? Tout à fait. Et alors, là encore, j'ai posé 2 questions tout à l'heure, on a répondu à une, mais pas la deuxième. La chauve-souris, c'est quoi la symbolique de la chauve-souris ? Donc la chauve-souris ité, donc c'est le verbe sourire, la chauve qui sourit, mais c'est aussi l'animal. Oui. Et voilà. Pourquoi tu as choisi donc ce titre-là ? Alors, il faut quand même que je vous partage que le mot chauve n'est pas rentré dans ma vie il y a si longtemps que ça. En fait, j'ai admis que j'étais chauve en fin d'année 2021. Pour moi, je disais, j'ai perdu mes cheveux. Je ne sais pas si j'avais l'intention de les récupérer, les retrouver en quelque part. Mais enfin, et donc j'ai réalisé que lors d'un coaching que j'étais effectivement une femme chauve. Et donc, trouver un titre pour ce livre, c'est à l'occasion d'une discussion, un échange avec 2 amis qui m'aidaient à trouver des titres originaux. Et donc, un ami, Stéphane, coucou Stéphane, si tu nous regardes. Coucou Stéphane, voilà. Tu peux. Voilà, coucou Stéphane, si tu nous regardes. Il m'a dit, mais non, il te faut un titre qui te ressemble, t'as beaucoup d'humour, vas-y. Et donc, il m'a dit, la chauve-souris. C'est joli, hein. Alors, je le regarde. Stéphane. Voilà. Super. Je le regarde et je lui dis, attends, c'est quoi l'énergie de la chauve-souris ? Parce que et puis ça tombe bien. Je ne peux pas m'associer à n'importe quel animal. Du coup, la chauve-souris à qui on prête l'intuition. L'intuition, les rêves, la vision, la communication. Voilà, exactement. Et moi, je me sens concernée quand on en parle. Donc, j'ai effectivement été OK avec ça. Mais figurez-vous que le livre était sorti quand j'ai quand même regardé un petit peu sur le net, quand on a choisi le titre, j'ai regardé un petit peu si c'était pas un titre déposé, une marque, etc. Et non. Je n'ai rien trouvé. Ah ouais. Cependant, il y a une artiste qui a eu un concert, d'ailleurs, qui a fait une pièce de théâtre qui a le même titre. Alors, la chauve-souris est également le totem de la Renaissance qui traduit la profondeur, car la chauve-souris vit dans le ventre de la mer, la terre, dans ses grottes les plus profondes, d'où elle sort chaque soir au coucher du soleil et ainsi de la matrice renaît chaque jour. Très, très beau titre. Alors, et puis bon, tu as eu un coup de pub extraordinaire. C'est cette histoire de Will Smith qui a slappé Chris Rock. Je pense que tu en as vendu des milliers là avec cette histoire c'était quoi les Oscars là avec Jada Pinkett Smith. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Alors bon, j'ai pas voulu montrer, on montre pas les images, mais qu'est-ce que tu as pensé de cette histoire? Alors très peu de choses. Personnellement, je ne cautionne pas la violence et celle des mots n'est pas exclue. Hein. Donc, bon, c'est réglé pour moi. Celle des mots, alors. Celle des mots. Ben oui, parce que dans nos parcours, quels qu'ils soient, je ne sais pas. Attends, mais quand tu dis celle des mots, celle de Chris Rock, l'animateur? Non. Oui. Les mots de Chris Rock ont pu gêner Will Smith ou sa femme. Voilà. Donc, je ne suis pas. Je n'ai pas d'avis sur le fait qu'il ait raison, qu'il ait tort. À la limite, ça lui appartient. Maintenant, ce que je déplore, c'est que ce sont des actes, je parle de la violence des mots, qui sont des actes quotidiens. Oui. Que ça soit dans la rue, comme ça a pu m'arriver, des gens qui étaient presque prêts à l'époque à me cracher à la figure parce que j'avais pas de cheveux. Ça t'est arrivé? Oui, ça m'est arrivé, ou à me dire des insanités quand j'étais dans la rue. Vrai? Ça arrive dans la rue. Des gens qui viennent te voir, tu passes dans la rue, qui te traitent de tous les noms. À l'époque, c'était comme ça. Mais bon, voilà, il y a plein de... J'aurais vraiment beaucoup d'anecdotes à raconter. Et dans la cour de récréation, nos enfants, quand ils sont au collège, ils vivent tous les jours. Bien sûr, la différence n'est pas... Voilà, la différence n'est pas... On n'arrête pas de parler de l'inclusion, de l'inclusivité. Les moqueries, c'est ça, c'est le quotidien des enfants. Alors tu as des enfants qui réagissent comme ça, des adolescents qui réagissent encore autrement, et quand les adultes s'y mettent, c'est encore autre chose. Donc je veux te dire que
Est-ce que c'est parce que ça a été Will Smith qu'on en parle autant? Il a été banni quand même de l'académie. Mais j'ai vu ça, j'ai lu plein de choses sur ça. Après, l'alopécie, ça permet de connaître un petit peu plus la maladie, qui concerne plus les femmes, comme on l'a dit. Voilà, Qu'est-ce que tu en as pensé, Emmanuel, toi? Pas grand-chose. En fait, toute cette médiatisation, je trouve que c'est un petit peu détourner le regard de l'essentiel, quoi. Donc je suis pas trop, on dirait une série télé, je sais pas, je trouve ça bizarre. On en a fait des tonnes. Ouais, je trouve. Et puis, voilà, bon. j'ai pas d'avis. Ouais, voilà, vous voyez, on n'a même pas passé l'extrait, c'est pas très intéressant. Bon, j'y ai même pas cru au départ, je pensais que c'était un truc théâtral. Un coup monté, hein. C'est vrai. C'est vrai, ça partait d'une blague, effectivement. Alors, j'ai presque failli oublier ce que j'allais dire, mais il faut quand même qu'on parle du cheveu, parce que tout à l'heure, tu parlais de la féminité, du fait que tu as eu du mal, mais il y a quand même on parlait de la symbolique aussi de la chauve-souris, certes, mais la symbolique du cheveu, le cheveu dans nos sociétés, bon, les cheveux de la femme, donc on te dit, tu es pas ton ami ou ton ex-ami qui te dit, bon, tu auras du mal parce qu'une femme, ça a des cheveux, mais il y a une symbolique autour du cheveu, c'est la force, Samson, dans la Bible, c'est aussi les rastas aussi qui laissent pousser les cheveux, donc c'est quoi cette symbolique autour du cheveu? C'était ça aussi dont tu devais faire le deuil, non? Non seulement ça, mais c'est parce que dans l'éducation que j'ai reçue, tous les êtres humains ont des cheveux, à la base, d'accord? J'ai un grand frère, il a des cheveux, je suis une jeune, j'ai des cheveux. Donc après, il y a eu tout le débat autour du nappy, pas nappy, le cheveu ci, voilà. Donc moi, sans cheveux, c'était difficile. Tu sais, à partir du moment où tu te coupes les cheveux volontairement. Oui. Parce que tu as ton cas quand même. Et tu les te coupais court, non? Très, très court. À partir du moment où eux décident, par contre. Ben non, tu nous coupes. Ah bon, ok, on ne fait plus. Tu vois, mais oui. Donc, c'est pas du tout vécu de la même manière. Oui, c'est clair. Donc, et quand tu fais des traitements que tu vois que malgré tout, ils ne repoussent pas, là, tu te reconnectes forcément à toi. À toi sans cheveux, comme je pense que quelqu'un d'autre se serait reconnecté à lui ou à elle sans un membre ou avec des taches, avec une différence. Par exemple, sans les ongles et les cheveux d'ailleurs, toi tu as des ongles, oui, tu n'as pas de problème, non, mais les ongles et les cheveux, je crois que ça relève à peu près des mêmes choses. Voilà, bon après, pour la petite histoire, il y a des endroits où ça a repoussé. Bon. Très bien. Et dans les cultures amérindiennes aussi, on n'en dira pas plus. Voilà. Dans les cultures amérindiennes aussi, hommes et femmes ont les cheveux longs. Donc c'est quelque chose de très profond. Alors dans d'autres cultures, on s'attache les cheveux. Chez les musulmans, les femmes effectivement se couvrent la tête. Oui, mais en plus, moi je pense que c'est intéressant tout ce que tu dis là, mais c'est vrai que moi je pense que d'emblée, en réalité, ce qui est dommage, c'est que c'est même pas nos mémoires amérindiennes qui viennent comme ça. En fait, c'est une image qui a été travaillée tellement par l'Occident. Avec les cheveux lisses. De la femme, voilà. Absolument. Et en fait, tu te heurtes à ça, quoi, tu vois. Non, mais maintenant, le courant nappy, quand même, nous a emmenés vers autre chose. Ah oui, heureusement. Non, même le courant nappy, en fait, il a mis l'accent sur un type de cheveux. C'est le cheveu bouclé, tout ça, mais il y a un type de cheveux crépus, 4C, tu vois, parce qu'en fait, on était déjà dans une catégorisation de nos cheveux, et je trouve que Nappy a encore plus catégorisé, parce que maintenant on a 4C, 3B, 2B, on ne connaît pas. Voilà, c'est des types de cheveux. Évidemment, je ne connais pas. C'est des types de crépus, et dès que plus ton cheveu est crépus, plus ton numéro il est éloigné, toi, des trucs comme ça. Donc en fait, on est encore plus rentré dans des classements et ça a encore plus créé des différences. Voilà. Alors que le but du nappy, c'était pas ça, c'est-à-dire que tout cheveu noir est beau. Et maintenant, ce qu'on voit le plus, ce qui est promotionné le plus, c'est le cheveu bouclé, le cheveu un peu métissé. Alors au final, je me dis, ça a encore plus créé un fossé entre celles qui ont un cheveu crépus afro, qui ne se reconnaissent pas forcément dans le mouvement nappy. Parce que le mouvement, voilà. C'est clair. Je n'ai rencontré plein. Voilà. Du mois, Voilà. Pas nappy, Non. Bon, alors, l'heure est venue, mesdames. Oui. Pour que je me fasse... Oui, parce qu'elle m'a montré et puis j'ai oublié. Donc, je veux vous faire profiter d'un petit atelier vite fait. Hein? On fait ça? Voilà, une petite démonstration. Parce qu'il nous reste peu de temps dans l'émission. Okay. Il faut que j'enlève quelque chose, c'est bon? Non, c'est bon. Donc, je vais utiliser le madras. Vous allez voir mon meilleur profil. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. OK. Et donc là, c'est du madras qu'on utilise. Voilà. Parce que la dernière fois, tu m'avais mis un turban. Regarde mes lunettes parce que sans, je vois rien. Bon, là, on va pas attendre grand-chose non plus. Hein. Attends. Hop, OK. Là. Donc là, je positionne mon tissu. Hop. Et tu sais que moi, quand on me serre trop la tête, au bout d'un moment, ça me met mal à la tête. Faut pas trop serrer. D'accord.
attends, il faut que tu te mettes derrière, parce qu'il ne voit pas, David. David ne voit pas. Il a demandé. On vous fait ça en direct live, les enfants. Maman. Et oui. Attends. C'est magnifique. Je tiens. Je vais faire un vote avec le marée-tête ou sans marée-tête. Oh, c'est deux styles différents. Waouh. Comment tu me trouves? Magnifique. Bon alors, on va faire un vote sur le Facebook et puis sur le Facebook de Zitata. Donc, vous m'avez vu avant. Pas demandez-moi, mettez ça tous les jours, hein, quand même, parce que je vous dis, je n'entends pas très. Parce que le madras, c'est un peu. Tu sais qu'il est un peu épais. Sec, voilà. Il est un peu sec, ouais, voilà. Donc, l'autre, la dernière fois, c'était pas machin. Voilà. Donc, on va faire un petit vote. Vous votez avec ou sans, d'accord? Bon, c'est super, non? Ouais, c'est très bien. Et ça va bien avec ta veste. Ben ouais, merci. Un peu décalé comme ça. Ouais, très bien. Bon, merci Emmanuel. Bon, je ne suis pas sûre que nos téléspectatrices et téléspectateurs, les garçons pouvaient aussi essayer, hein. On vu bien, mais bon, on va trouver une astuce pour leur montrer. Hein. Tu vas nous faire passer. On va demander à Max de mettre ça sur le Facebook. C'est magnifique. Merci, non, c'est super. Il nous reste peu de temps, donc je vais poser les questions rituelles avant la fin de... Elles sont là en train de me regarder. Oui, parce que je regarde pas. Bon, elle me regarde. Mais en fait, j'ai gagné. Alors, avec ça, il faut mettre des talons quand même. Oui, bon. J'ai gagné au moins combien de centimètres? 10 centimètres aussi. Ouais, peut-être. Ouais, il faut gagner la chaîne, puis je vais mettre mes talons après. Voilà. Donc, question rituelle. Quel est l'homme qui t'a le plus influencé, marqué, qui a été le plus important? Et n'arrête pas de regarder ma tête, arrête, réponds-moi. L'homme. Oui, l'homme. C'est la question rituelle que je pose. Donc, non? Non. Pani? Je dirais Martin Luther King. Voilà, j'aime bien les gens qui arrivent à révolutionner le monde de manière positive. Et il y aurait une femme alors, s'il n'y a pas d'homme, il y a une femme qui t'a inspirée? Ma mère. Elle s'appelle comment? Son prénom. Eliane. Eliane, ok. Ouais. Coucou Eliane. Elle est encore avec nous? Oui. Bon, coucou Eliane. Pascal, quel est l'homme qui t'a le plus influencé, marqué? Influencé, c'est mon père vraiment. Oui. Parce qu'avec mon père, j'ai de longues discussions sur les sujets dont je traite dans le livre. Ouvrage, et effectivement, c'est cette ouverture. Souvent, il m'a dit, mais pourquoi tu n'as pas fait psycho? Il me demandait ça souvent quand j'étais... Bon, ça ne m'intéressait pas du tout. J'avais été plus branchée communication, tout ça. Donc voilà. Mais on n'a pas dit de ce que tu fais d'ailleurs dans la vie. Je suis fonctionnaire de la fonction publique territoriale. Voilà, tout à fait. Oui. Et à côté de ça, effectivement, j'ai développé les ateliers autour de l'estime de soi pour ceux qui ont une différence, qu'ils ou elles, ils ont du mal à assumer. Et donc toi, Emmanuel, c'est des ateliers marée-tête aussi qui ont à voir avec l'estime de soi, bien entendu. Et toi, donc, c'est ce travail d'introspection que tu fais, enfin que tu partages finalement avec d'autres maintenant. Voilà, à partir justement de ce fameux acte que l'on reproche souvent aux jeunes, le selfie. En fait, ma marque déposée, c'est Selfie to Self-Love. Donc on part d'un selfie qui pourrait être un acte narcissique et tout, mais qui nous permet de rentrer progressivement à l'intérieur de soi pour chercher ce qu'il y a tu vois, le socle vrai, les belles choses qu'il y a à l'intérieur qu'on a partagé avec les autres. En fait, c'est ce sur quoi on peut s'appuyer. C'est pas sur notre apparence. Oui, en fait, c'est ça le truc. Et puis le selfie, c'est souvent en fait... c'est un masque aussi, parce qu'il y a les filtres, etc. Et puis on est là toujours comme ça. Tu vois, comme quand on a un peu de rides gommant, on fait ça de haut, parce que ça fait ça. On ne fait pas comme ça en bas. Non, c'est pas bon. Comme ça. Voilà, c'est pour ça on masque, on cache. On met des grands yeux, on met des... Exactement, c'est pour ça que les participants de ces ateliers, quand j'annonce, j'attends, prenez-vous en selfie, je mets ça sur un grand écran. Ah non, j'aime pas me voir. Et donc c'est ça, le voilà. Voilà, on en parle. On en parle, oui. Voilà, et bon, voilà. Tout se déroule comme ça, à partir de là. Donc, tu as rendu hommage à ton papa, mais à la fin de ce livre, tu parles de femmes. Enfin, je n'ai pas vu d'hommes, je ne sais pas. Non, tu parles de Isabelle Lancry, tu parles de Corinne Coleman, qu'on a abordé tout à l'heure, Lia Renard et Mavi Bright, qui est aussi une femme. Ce sont des femmes qui t'ont accompagnée dans cette recherche. Exactement, qui ont vraiment marqué ma vie, parce que ce sont des femmes qui, dans des temps différents, m'ont appris à réaliser que tout partait de moi et que j'avais la possibilité de créer la vie que je voulais,
que j'étais responsable surtout de ça. On est responsable de ça. Je suis responsable de mon bonheur, donc ça... Et ça, pour moi, le bonheur est un choix et c'est réglé. Bon, moi, je dis qu'il faut qu'on mette ces cours-là dans les écoles, messieurs, dames. Moi, je milite pour ça. Il faut qu'on apprenne aux enfants, qu'on fasse du développement personnel. C'est pas juste un truc à la mode. On sera plus heureux. Non. Militons pour ça. Des cours de développement personnel. Enfin, d'auto-estime, de self-esteem. Mais on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas. Il faut commencer par là. Mais non, mais je suis d'accord avec ça. Ouais. Jingle pour le mot de la femme, pour dire le mot de la fin. Voilà, on arrive au terme de notre émission avec 2 femmes extraordinaires. On a parlé de Marie-Thèle. Vous voyez, j'étais avant, il y a un avant et puis un après. Voilà. Mais je ne vais pas me coucher avec, quand même, ce soir, en tout cas. Le mot de la femme, le mot de la fin, ce serait quoi, Emmanuel? Pour terminer l'émission, le mot de la femme. Moi, l'idée, ce serait de sortir de sa zone de confort, d'essayer justement, venir aux ateliers Marie-Tête, passer un bon moment entre femmes. Donc, je suis à Fort-de-France, au 113 rue Blénac. Voilà, et que venir faire un atelier Marie-Tête, en fait, on découvre plein de choses, on se voit autrement. Et puis, ça nous permet aussi de sortir d'un esthétique qui est très conformiste, vous voyez. Oui, imposé, surimposé. On pense qu'on est libre, mais on est voilà. En tout cas, merci d'avoir été là avec nous. Pascal, le mot de la femme, le mot de la fin, ce serait Le mot de la femme, c'est que le bonheur est un choix. Et la femme, il est temps qu'elle l'entende. Ce livre-là, La chauve-souris est là, il en parle en long et en large. Après, si nous autorisons les autres à utiliser la télécommande de nos vies, forcément, ça devient plus difficile. Donc, chacun sa télécommande. Voilà, c'est très joliment dit. Je voulais juste, en fait, parce qu'on en a un petit peu parlé avant l'émission, quand on parlait effectivement de ton alopécie, mais les hommes aussi souffrent de ça. Donc eux aussi, le bonheur est un choix. Il faut leur dire qu'ils peuvent avoir les clés aussi. Absolument. Parce qu'on se dit que finalement, ça peut être facile pour un homme de devenir chauve. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est atroce, selon les retours que j'ai, c'est atroce aussi de perdre ses cheveux. C'est plus facile parce qu'on peut se raser plus la tête. Donc visiblement, les hommes seraient plus autorisés à se raser la tête que nous. Dans l'inconscient collectif, dans nos pratiques collectives, mais les hommes souffrent aussi de cette perte de cheveux, puisque pour eux, c'est progressif. Progressif, des fois, ça commence comme ça au milieu, et puis après... Mais ils subissent moins l'impact... le regard de l'autre. Mais c'est ça. La femme, l'homme ne se doit pas d'être beau, je veux dire. Vous voyez ? Et il y a... Non, c'est au niveau exigeant. Au niveau de la société, tu dis. Voilà, au niveau de la société. Et ce qui est là, c'est pénible, c'est que même une femme, t'as pris un peu de poids, on dirait t'as pris du poids, tu perds tes cheveux. Voyez, on est toujours remis en question, on doit toujours rester un peu dans un des cadre. Normes, dans un cadre. Voilà, toujours très exigeant avec la femme. Ça dépend des hommes qui... Enfin, les 2 que j'ai rencontrés hier, je vous disais ça tout à l'heure, vraiment me disent, Pascal, non. Je ne sais pas comment tu fais, et j'ai commencé à leur parler de mon histoire, du coup, donc j'étais face à 2 hommes qui étaient complètement démunis, ils n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas la calvitie. Bon, moi, je retiens deux expressions, 2 phrases de notre émission. Bienveillance, c'est un mot qu'on a prononcé au début, qu'on prononce assez régulièrement dans notre émission, mais voilà, bienveillance. Et puis, le bonheur est un choix. Oui. À fond les ballons, pas vrai? Ah oui, absolument. L'émission est finie. Merci d'avoir été là, Emmanuel Soundiata. Merci, Pascal Dambeau. On rappelle la chauve-souris. Voilà, on a passé un super moment. Et puis moi, je repars avec ma belle coiffe. Mais passez de bonnes fêtes, Pascal. Et puis moi, je vous retrouve, et puis vous aussi. Merci. Moi, je vous retrouve le mardi à 20h sur Zitata avec des femmes tout aussi inspirantes et extraordinaires que celles que j'ai eu le plaisir d'accueillir sur le plateau de Femmes. Merci, Pascal. Merci. Au revoir, bye bye. Femme.